Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode des Dessous de la littérature après avoir vu la semaine dernière l'origine de l'expression « faire l'école buissonnière ». Aujourd'hui, on se retrouve pour une anecdote littéraire et c'est avec un immense plaisir que je vous annonce qu'aujourd'hui, nous allons parler grand froid, nous allons parler goulag, nous allons parler archipel du goulag de Solzhenitsyn. Car oui, la jeunesse de l'archipel du Goulag est, il faut le dire, assez extraordinaire pour figurer au titre des anecdotes littéraires de ce podcast. Parce que oui, il faut savoir que ce monument littéraire immense, composé à la fois d'archives, de témoignages, cette entreprise immense qui est à la fois romanesque mais également celle d'un historien, c'est un livre qui en est à l'origine. Et ce sera le sujet de la seconde partie de cet épisode. Mais avant d'aborder donc la jeunesse de l'archipel du Goulag en seconde partie de cet épisode, je vous propose déjà de réviser un petit peu la biographie d'Alexandre Solzhenitsyn, qui a une vie très rocambolesque comme vous allez le voir. Et puis, bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner si ce podcast vous plaît. Vous pouvez également me soutenir sur la plateforme Tipeee, ça m'aide énormément. Et c'est parti. Alexandre Issaïevitch Solzhenitsyn naît le 28 novembre 1918, ou le 11 décembre selon le calendrier grégorien, à Kislovodsk, dans le nord du Caucase. Il vient au monde quelques mois après la mort de son père, qui était un officier de l'armée russe, décédé en juin 1918 des suites d'un accident. Sa mère, Taïsia Tcherbak, d'origine ukrainienne, l'élève seule dans un contexte de grande précarité au cœur d'une Russie bouleversée par la révolution et par la guerre civile. Dans les années 20, l'enfance de Solzhenitsyn est marquée par une double influence. D'un côté, une éducation modeste, parfois religieuse, au sein de la famille maternelle, et de l'autre, l'entrée très tôt dans le moule soviétique. À Rostov-sur-le-Don, où il vit avec sa mère dans un logement exigu situé non loin des bureaux de la police politique, il est admis chez les pionniers, avant d'en être temporairement exclu en raison de ses origines sociales. Très jeune, il se passionne pour la littérature, et pourtant, lorsqu'il entre à l'université de Rostov dans les années 30, il choisit les mathématiques et la physique, à la fois par pragmatisme et puis par faute de chaire de littérature. Il n'abandonne pas pour autant son ambition d'écrivain. En parallèle, il suit des cours de philosophie, de littérature, de latin et d'anglais, souvent par correspondance. À cette époque, comme il le reconnaîtra plus tard, il adhère pleinement à l'idéologie communiste dans laquelle il a grandi. En avril 1940, il épouse Natalia Retchetoïvskaya, étudiante en chimie et pianiste. L'année suivante marque un tournant décisif, puisque le 22 juin 1941, alors qu'il se trouve à Moscou pour passer ses examens de littérature, l'Allemagne nazie lance l'opération Barbarossa. La guerre entre dans sa vie. Mobilisé à l'automne 1941, Solzhenitsyn sert d'abord à l'arrière du front. À sa demande, il intègre en 1942 l'école d'artillerie. Lieutenant puis capitaine, il commande une batterie de repérage par le son. Blessé à 2 reprises, décoré pour sa conduite exemplaire, il participe notamment au combat d'Orel et à la prise de Rogatchov. À ce moment-là, rien ne le distingue encore des milliers d'officiers soviétiques engagés dans la guerre. Mais tout bascule en février 1945. Solzhenitsyn est arrêté pour avoir critiqué Staline dans une correspondance privée avec un ami. Dans ses lettres, il reproche aux dirigeants soviétiques les purges de l'armée rouge, le pacte avec Hitler et l'indifférence aux pertes humaines. Ces échanges sont qualifiés d'activités contre-révolutionnaires. Le 7 juillet 1945, il est condamné à 8 ans de camp de travail pour violation de l'article 58 du Code pénal. Commence alors l'expérience fondatrice de sa vie et de son œuvre, le goulag. Solzhenitsyn passe par plusieurs camps, dont des établissements scientifiques pénitentiaires, les fameuses charakas. En 1952, il subit une grave maladie, un cancer qui est mal diagnostiqué et qui manque de l'emporter. Cette confrontation à la mort nourrira plus tard le pavillon des cancéreux. Libéré en février 1953, quelques semaines avant la mort de Staline, il n'est pas libre pour autant, puisqu'il est envoyé en relégation perpétuelle dans un village reculé du Kazakhstan, où il travaille comme instituteur. Et c'est là, dans cet exil intérieur, qu'il commence véritablement à écrire.
La désalinisation engagée par Khrouchtchev change progressivement sa situation. En effet, en 1957, il se remarie avec Natalia Retchetovskaya. Oui, c'est ça. En février 1959, il est officiellement réhabilité par la Cour suprême de l'URSS et il peut rentrer en Russie. Il va alors s'installer à Ryazan, devenir professeur de sciences et poursuivre son travail d'écriture dans l'ombre. En 1962, il publie Une journée d'Ivan Denisovitch, dont je vous reparlerai en seconde partie de l'épisode, car c'est justement cette œuvre qui engendre ensuite toute une chaîne de conséquences qui aboutiront à l'écriture et au travail titanesque de l'archipel du Goulag. En 1970, il reçoit le prix Nobel de littérature qu'il n'ose pas aller chercher à Stockholm, de peur d'être empêché de rentrer en URSS. 3 ans plus tard, il donne son accord à la publication à Paris de l'archipel du Goulag. Sa parution, en décembre 1973, a un retentissement mondial, comme on le verra. La réaction des autorités est immédiate. Solzhenitsyn est arrêté, accusé de haute trahison, déchu de sa nationalité et expulsé d'Union soviétique en l'espace de quelques heures. Commence alors un long exil. Après un passage par la Suisse, il s'installe aux États-Unis, dans le Vermont, où il vivra près de 20 ans. Il y écrit l'immense fresque historique de la roue rouge et multiplie les conférences et les interventions publiques. Mais il faut aussi dire qu'il déroute l'Occident. Dissident farouche du totalitarisme soviétique, il se montre pourtant tout autant critique envers le matérialisme, la société de consommation et ce qu'il perçoit comme le déclin moral des démocraties occidentales, notamment dans son célèbre discours de Harvard en 1978. Avec la perestroïka puis l'effondrement de l'URSS, Solzhenitsyn est réhabilité. En 1994, il rentre en Russie, traverse le pays d'est en ouest, de Vladivostok à Moscou. Il espère alors participer à une renaissance morale de son pays, et ce qui explique qu'il animera une émission de télévision, soutiendra les anciens déportés à travers le fonds Solzhenitsyn, mais se montrera aussi de plus en plus désillusionné par l'évolution politique de la Russie post-soviétique. Il passe les dernières années de sa vie retiré près de Moscou, entouré de sa famille, et meurt dans la nuit du 3 au 4 août 2008, à l'âge de 89 ans tout de même. Il est enterré au monastère Donskoï, et ses funérailles sont retransmises à la télévision russe. Écrivain, témoin, accusateur du totalitarisme, mais aussi penseur profondément controversé, Solzhenitsyn laisse une œuvre monumentale, indissociable de l'histoire du XXe siècle, une œuvre née de la conviction que la littérature peut et doit dire la vérité là où le pouvoir impose le silence. Et maintenant que nous avons eu un meilleur aperçu de ce qu'a été la vie de Solzhenitsyn et du contexte qui a vu l'émergence de son œuvre, je vous propose de passer à l'anecdote du jour. Comme je vous l'ai dit en introduction, l'archipel du Goulag a une jeunesse littéraire, ou plutôt disons qu'un livre est l'élément déclencheur qui rendra son écriture possible. Je vous explique. En 1962, donc, après qu'il soit sorti du Goulag, où il est resté enfermé tout de même 8 ans, Solzhenitsyn reçoit l'autorisation personnelle de Nikita Khrouchtchev pour publier Une journée d'Ivan Denisovitch. Ivan Denisovitch, c'est le personnage romanesque auquel Solzhenitsyn donne vie pour raconter une journée du lever au coucher d'un zèque, c'est-à-dire d'un prisonnier du camp de travail. On y apprend de quelle manière ils sont nourris, quelles sont les tâches qui leur incombent, construire une centrale, maçonner des murs par moins 40 degrés et autres réjouissances. On y apprend aussi que lorsqu'ils vont au trou, il y a statistiquement un délai au-delà duquel le zèque ne pourra plus récupérer suffisamment de force et mourra des conséquences de cette détention, le plus souvent arbitraire. Petit extrait de ce à quoi ressemble une journée. Le chef d'escorte avait commencé à réciter ce que les zèques, qui en avaient marre, appelaient la prière du matin. Détenus, attention! En cours d'acheminement, observez rigoureusement les consignes de la marche en colonne. Défense d'allonger les fils ou de les raccourcir. Défense de passer d'un rang de 5 à un autre. Défense de parler. Défense de regarder de côté. Et gardez toujours les mains derrière le dos. Débloquer d'un seul pas sur la droite ou sur la gauche étant considéré comme tentative d'évasion, la garde ouvrira le feu sans avertissement. Tête de colonne, en avant, marche! Les 2 convoyeurs de tête avaient dû faire « en avant, marche !» car la colonne s'ébranla en ondulant des épaules, avec les flancs gardes à droite et à gauche, à 20 pas de la colonne et à 10 l'un derrière l'autre, mitraillettes braquées. Comme il n'en était pas tombé depuis une semaine, la neige sur la route était tassée, battue comme pierre, et quand on eut déplacé l'angle du camp, le vent se mit à cingler de biais les figures. Les mains derrière le dos, tête basse, elle avait l'air d'un enterrement, la colonne. On voyait juste les jambes des 2 ou 3 qui marchaient devant et le coin de neige où on allait poser les pieds. De temps en temps, d'abord, il y avait un garde qui criait « U48, les mains derrière le dos !» ou bien « B50, allongez le pas !» Mais après, ça gueulait moins.
Le vent les cinglait aussi, ça les gênait pour regarder. Et puis chez eux, ça ne se fait pas de nouer un chiffon sur la figure. Ce n'est pas non plus tout joie, leur service. En colonne, quand le temps s'adoucit, on a beau se faire aboyer après, tout le monde cause. Mais ce matin-là, on se mussait, tête basse, derrière le dos d'en face, chacun rentrait dans son pensoir. Or, même pour penser, ça n'est jamais libre un prisonnier. On retourne toujours au même point, en n'arrêtant pas de retourner les mêmes idées. Est-ce qu'ils ne vont pas retrouver la miche en fourgonnant dans la paillasse ? Ce soir, est-ce que le docteur voudra bien vous exempter de travail ? Le commandant, y couchera au mitard ou pas ? Et comment il a pu s'arranger, César, pour se faire donner des affaires chaudes ? Sûr qu'il aura graissé la patte au magasinier des effets personnels. Autrement... La colonne dépassa la charpenterie qu'avaient bâtie les zèques, dépassa les maisons d'habitation, des baraques assemblées aussi par les zèques, mais pour loger de l'homme libre, dépassa le nouveau club, encore des zèques, qui y avaient tout fait, des fondations aux peintures, mais c'est les hommes libres qui y allaient regarder le cinéma, et déboucha dans la steppe, avec la bise droit devant, un lever de soleil rouge droit devant, de la neige toute nue blanche à perte de vue, sur votre droite comme sur votre gauche, et pas un arbre, un seul, dans toute cette steppe. Mais alors qu'a fait le fameux Ivan, surnommé Tchoukhrov, pour mériter cela ? En guise de réponse, je vous propose un second extrait, assez révélateur de la teneur de ce livre. D'après son dossier, Tchoukhrov est au camp pour trahison de la patrie. Il a fait tous les aveux qu'il fallait. Il s'est rendu aux Allemands parce qu'il avait envie de trahir l'Union soviétique, et il s'est, soi-disant, évadé parce qu'il avait reçu une mission des services de renseignement de l'ennemi. Quelle mission ? Tchoukhrov n'était pas assez futé pour en trouver une, ni non plus l'officier du contre-espionnage. Alors c'était resté comme ça, une mission. Au contre-espionnage, on l'avait salement passé à tabac, Tchoukhrov. Alors il avait réfléchi. S'il ne signait pas, c'était le champ de navet. En signant, il se donnait au moins une chance de vivre encore un peu. Il avait signé. Dans la vérité, ça s'était passé ainsi. En février 1942, leur armée, au complet, s'était fait encercler sur le front nord-ouest, et les avions ne pouvaient rien leur parachuter à manger, vu qu'il n'y avait pas d'avion. Ils en étaient arrivés à râper les sabots des chevaux crevés pour faire, en ajoutant de l'eau, une pâte qu'ils avalaient. Du reste, ils n'avaient pas non plus de cartouches. Et les Allemands les avaient cueillis, les uns après les autres. Tchoukhrov s'était fait prendre avec un de ces groupes. Il était resté prisonnier 2 jours, mais en forêt, sans qu'on l'emmène. À 5, il s'était évadé, et après s'être planqué dans des bois et dans des marais, ça avait été un véritable miracle. Ils avaient rejoint les lignes. Seulement 2 s'étaient fait descendre raides à la mitraillette par les nôtres. Un 3e était mort de ses blessures, et 2 seulement, dont Tchoukov, s'en étaient tirés. Plus malin, en racontant qu'ils avaient tourné en rond dans la forêt, ils n'auraient pas eu d'ennui. Mais ils y avaient été bon cœur, bon argent. On revient, qu'ils avaient expliqué, d'avoir été faits prisonniers par les Allemands. Prisonniers, putain de vos mères. Des agents fascistes, oui, au poteau. À 5, peut-être bien que, leur déposition ayant collé, on les aurait crus. Mais à 2, pas moyen. Vous êtes de mèche, tas de fumier, qu'on leur avait dit, avec votre histoire d'évasion. Bref, vous vous en doutez peut-être suite à ces 2 extraits, mais la parution de la journée d'Ivan Denisovitch est une véritable déflagration. Pour la première fois, un texte soviétique décrit frontalement la réalité des camps. Le choc est immense, en URSS comme à l'étranger. Solzhenitsyn devient soudain une figure publique, reçue au Kremlin, lue et commentée partout. Il accède à une célébrité immédiate, non seulement auprès du pouvoir, mais également auprès de la population. Alexandre Solzhenitsyn reçoit, à partir de la parution de ce roman, des centaines de lettres de ses lecteurs, qui sont pour beaucoup soit d'anciens zèques, donc des détenus eux-mêmes, soit des proches de détenus. Tous le remerciaient d'avoir si bien décrit l'univers du goulag, mais surtout, ils lui livrent leurs propres témoignages, leurs propres récits de ce qu'a été leur expérience personnelle du goulag. Solzhenitsyn mesure à partir de là toute l'importance et la force de ces témoignages historiques et germe alors dans son esprit l'idée de ce que sera l'œuvre de sa vie. C'est-à-dire réunir tous ces témoignages et faire paraître une œuvre à mi-chemin entre le travail d'archiviste, d'historien et de romancier. Sauf que bien sûr, on se trouve quand même au cœur d'une dictature et la fenêtre de liberté qui s'était ouverte en 1962 grâce à l'autorisation de Khrouchtchev se referme brutalement après sa chute en 1964. Le régime de Brejnev durcit alors le ton et les publications de Solzhenitsyn sont interdites, ses manuscrits sont saisis et sa vie placée sous surveillance constante. Qu'à cela ne tienne, après des années passées au goulag et à connaître l'arbitraire du régime soviétique, ce n'est franchement pas la clandestinité ni l'interdit qui effraie Solzhenitsyn.
Comme on dit, Alexandre passe dès lors en mode furtif et va consacrer 10 années de sa vie à écrire cette œuvre protéiforme et gargantuesque. Il l'écrit bien évidemment en cachette et continue à rencontrer d'anciens zèques pour recueillir leurs témoignages, qui seront plus de 200 au final. Mais l'histoire de son écriture implique également nombre de complices, car seul Alexandre Solzhenitsyn n'aurait jamais pu faire vivre et faire paraître cette œuvre. Plus d'une centaine de personnes l'aideront durant toute cette décennie, que ce soit des enquêteurs, des logeurs, des dactylographes, sa femme, mais aussi des éditeurs, et également des géographes, qui vont profiter de leur connaissance du territoire pour dresser une cartographie des camps qui auparavant n'existaient pas, puisque, bien évidemment, ces camps étaient tenus secrets. La rédaction de son œuvre mobilise ainsi un véritable réseau de clandestins. Par prudence, le livre ne se trouve jamais en entier sur sa table d'écriture. Dès qu'il a fini un chapitre, Alexandre Solzhenitsyn le confie à des amis qui le transmettent eux-mêmes à d'autres amis. Le cloisonnement est de rigueur, comme, finalement, dans toute entreprise clandestine. Lui seul connaît le plan de l'ouvrage, de manière générale, tout comme le dispositif général de ses cachettes. Pour déjouer la surveillance et la répression du régime, Alexandre Solzhenitsyn va avoir recours à des planques, à des microfilms, plusieurs copies, d'autres manuscrits également pour déjouer l'attention. Et d'ailleurs, l'histoire éditoriale du texte vaut également le détour puisque l'archipel du Goulag sera, entre guillemets, exfiltré à la manière d'un prisonnier politique du RSS vers Paris sous la forme de microfilms, car le régime met finalement la main sur le manuscrit papier. Acculé, Solzhenitsyn décide alors d'en accélérer la publication et c'est ainsi que l'archipel est publié en russe à Paris. Solzhenitsyn, lui, doit s'exiler et quitter sa patrie, comme je vous le disais. En 1970, il recevra donc le prix Nobel de littérature, mais en paiera également le prix Ford, puisqu'il sera déchu de sa citoyenneté soviétique et ne pourra remettre les pieds en Russie qu'après la chute de l'Union soviétique. Et c'est ainsi qu'un livre, Cette journée d'Ivan Denisovitch, a été la genèse d'une œuvre immense par un effet de boule de neige, où un témoignage en a engendré d'autres, jusqu'à créer un mouvement collectif, un élan sociétal clandestin et caché, certes, mais qui aboutira à la parution de l'archipel du Goulag. Un livre qui, malgré les positions politiques parfois déconcertantes de Solzhenitsyn, ont eu un rôle considérable dans la déstabilisation d'un régime politique tout entier. J'espère que l'épisode du jour vous a plu et en guise d'au revoir, je vous propose de nous quitter sur la conclusion de ce roman. Il s'endormait, Tchoukov, satisfait pleinement. Cette journée lui avait apporté des tas de bonnes chances. On ne l'avait pas mis au cachot. Leur brigade n'avait point été envoyée à la cité du socialisme. À déjeuner, il avait maraudé une catcha. Les temps pour cent avaient été joliment décrochés par le brigadier. Il avait maçonné à cœur joie. On ne l'avait point paumé avec sa lame de scie pendant la fouille. Il s'était fait du grain avec César. Il avait acheté du bon tabac. Et au lieu de tomber malade, il avait chassé le mal. Une journée de passé. Sans seulement un nuage. Presque du bonheur. Oh, des journées comme ça dans sa peine, il y en avait, d'un bout à l'autre, 3653. Les 3 de rallonge, c'était la faute aux années bissextiles. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle anecdote littéraire, et d'ici là, portez-vous bien.